Ciotti et la dissolution. Bonjour à tous, je vous propose un nouvel épisode de Nico 1. C'est tout, intitulé Ciotti et la dissolution. Cela fait quelques semaines de cela, Éric Ciotti, toujours en proie à tenter de se signaler ou de se donner une forme d'importance qu'il n'a pas au passage, a réussi, il faut bien le reconnaître, à faire parler de lui, des suites d'une de ses interventions sur Radio J. Il est de bon ton, je pense, de replacer quelques données du contexte et notamment d'ajouter qu'il a fait un certain effort en ce sens durant ces dernières semaines. C'est le moins qu'on puisse dire. On a tous en tête son happening où il s'était bunkérisé dans le siège de son ancien parti politique après un rapprochement officiel avec l'extrême droite. Parti dont il était alors toujours officiellement le leader. On se rappelle ces scènes hallucinantes où ses collègues de toujours avaient tenté de le déloger de son bureau de président au sein du siège des LR. Scène aussi ubuesque que pathétique, si vous voulez mon avis. Il aura d'ailleurs été la risée du pays, pour l'occasion. Sympathisant en tête, mais par extension, tous les autres également, et ses opposants en particulier. Ils s'en sont donnés à cœur joie. Difficile de le nier, l'occasion était trop belle. Quoi qu'il en soit, scène, à vrai dire, assez révélatrice de nombre des problèmes qui sont associés aux Républicains. Républicains qui n'ont plus de républicains que le nom, si je puis dire. Tant on assiste à un naufrage individuel et collectif. On y reviendra tout au long de mon propos. Ainsi, ne nous voilons pas la face, on constate de plus en plus la fin de cette droite qui se respectait. Droite avec laquelle nous n'avons jamais été en accord politiquement, mais qui portait un projet antagoniste qui se respectait encore. Droite avec des priorités aux antipodes des nôtres. L'accent étant mis sur la préservation du capital et des privilèges, pour la faire courte. En aparté, j'ai beau me creuser la tête, le seul et unique membre de cette droite républicaine qui me vient à l'esprit, désormais, est Dominique de Villepin. Personnage qui continue à incarner ses valeurs et qui s'avère toujours plus isolé, jusqu'à ce qu'il m'apparaisse quelque peu comme le dernier des Mohicans. Ou du moins, je l'avoue volontiers, je n'arrive pas à penser spontanément à qui que ce soit d'autre. Peut-être, après mûre réflexion, Charles Consigny, dans une certaine mesure. Celui-ci est un libéral acharné, mais semble ponctuellement nous proposer quelques doses de bon sens, distillées avec parcimonie, lui permettant de prétendre, je pense. Nos divergences, plus que conséquentes, demeurant avant tout économiques, se cantonnant à des histoires idéologiques. Bref, du clivage droite-gauche traditionnel. Il pourrait certainement prétendre s'il épurait son discours de dinguerie ici ou là, ou de caricatures grossières, notamment pour ce qui est de notre programme. Il me semble aussi que le fait que je pense à lui est symptomatique du bouger très à droite de l'échiquier. Pour que je, ne serait-ce que considère le placer dans un tel groupe, en dit long sur la décrépitude d'une droite devenue aussi folle qu'extrême. Fin de l'aparté, retour à Ciotti, cette étrange constellation. On avait bien vu la lente dérive de ce dernier vers une extrême droitisation sans cesse accrue, au fur et à mesure du temps. Mais jusqu'ici, rien d'officialisé, dirons-nous. Faisant que Ciotti, invoquant plus que de raison le général de Gaulle, semblait toujours se détacher de son idéologie supposée au profit d'un projet nettement plus radical. Cet épisode était sa concrétisation définitive. Il passait le pas une bonne fois pour toutes. Puisque j'essaie, autant que faire se peut, de dresser un tableau réaliste, à sa décharge, lui aura eu le mérite, si on peut lui en reconnaître un, de la clarté en matière de ligne. En effet, clarification que nombre de ses désormais anciens collègues n'ont toujours pas effectuée, malgré la reprise, dans les grandes largeurs, du discours et du programme du Rassemblement national. Le curseur, dans leur rang, n'ayant jamais cessé de bouger vers l'extrême droite. Sans doute, happés ont-ils été par la popularité grandissante du RN mise en miroir avec leur perte complète de vitesse. Les murs idéologiques entre les deux formations ayant été abattus sur nombre de sujets, avec l'appui des médias, avec la banalisation toujours plus évidente du Rassemblement national. RN, aujourd'hui, tristement aussi dédiabolisé que normalisé. Les programmes des droites dures ayant également tendance à fusionner avec tout ce que je viens de citer. Pour les Républicains, enfin ceux toujours chez LR, on souhaite continuer à avancer masqués visiblement. Sans doute les enjeux de pouvoir et la question financière ne sont pas étrangers au maintien de ces différences superficielles qui existent aujourd'hui. Éric Ciotti, au moins, ne prend pas la peine de faire semblant. Chacun jugera sur pièce. Les cartes sont sur la table. Avançons. Toujours pour replacer le contexte, le choix de Radio J n'était sans doute pas anodin pour ce que je considère comme une véritable sortie de route de l'ex-patron des Républicains. Je ne vais pas cacher que le personnage m'est toujours apparu comme plutôt excessif, voire croquignolesque, aussi haut en couleur que ridicule, voire à la limite du clownesque.
Et ce, en dépit de sa tentative de se dépeindre en personne sérieuse, responsable et raisonnable. Il allait saisir la perche qui lui était tendue pour nous sortir une dinguerie en bonne et due forme, aidé par tout un environnement en quelque sorte. Impression voulue démentie par les faits et les nombreuses casseroles de l'intéressé. Si Radio J ne me paraît pas comme un média comme un autre, rien à voir avec le fait de s'adresser à une communauté, ce qui me paraît naturel et légitime. En revanche, c'est du fait des attaques qui y sont continuellement perpétrées à l'encontre de la France insoumise, malheureusement. Enfin, de leur virulence, pour être plus précis. Les attaques contre LFI étant monnaie courante. Un de ces éditorialistes vedettes ayant visiblement notre formation politique dans son viseur et cherchant systématiquement à stigmatiser nos positions et nous affubler de tous les maux. La critique du mouvement ou de Mélenchon y est particulièrement acerbe et sans grande retenue, à mon sens. Le traitement subi s'apparente plutôt à une vendetta qu'à autre chose, je trouve. Tristement. Chacun aura son idée sur le sujet. Les intéressés nous diront que non, j'imagine, et se draperont dans des excuses bien pratiques, mais qu'ils peinent à justifier. La take largement poussée étant que LFI serait antisémite, ce qui est aux confins du ridicule, à moins de considérer que le refus de l'islamophobie et sa dénonciation puissent être assimilés à quelque chose de la sorte. Bref, alignement des planètes pour que Ciotti nous gratifie d'un hors-piste mémorable, occasion qu'il va saisir au bon. On ne va pas être déçu, si je puis dire. Celui-ci mettant sur le tapis une dissolution de la France insoumise, rien que ça. Il faut dire que l'ex-patron des Républicains n'en est pas à son ballon d'essai en matière de sornette à propos des insoumis. On passe volontiers sur les attaques envers Mélenchon, sur qui tout le monde s'acharne à droite comme à gauche, et qui se trouve être l'épouvantail de l'intégralité des formations, même jusque dans son propre camp supposé. Celui qui fait trembler le système, pour résumer. En effet, Ciotti a toujours été de ceux qui martelaient notre pseudo-appartenance à l'extrême gauche, ce qui témoigne d'une réalité alternative ou du fait qu'il vit, peut-être, lui aussi, dans 1984. Que, par extension, les mots ne veulent plus dire la même chose, que les notions ne sont plus celles qu'elles sont censées être. Pour la blague, quelques notions d'extrême gauche pour les nuls, si je puis m'exprimer ainsi. Cela va sans doute les surprendre, mais l'extrême gauche a des marqueurs idéologiques en fait. Elle croit en la rue et le grand soir, plutôt qu'à une victoire par les urnes pour changer la donne. Elle souhaite mettre à bas le capitalisme, désire l'accaparement des moyens de production, quitte à ce que ce soit par l'expropriation ou des nationalisations en masse. Elle est sans frontiériste et promeut le droit d'installation. Autant de choses qui nous font diverger. Il n'y a rien de tout cela dans l'avenir en commun. Cela n'apparaît nulle part. Que chacun tire les conclusions qui s'imposent. Comme inscrit dans notre programme politique, nous souhaitons la révolution citoyenne par les urnes, par le biais de la convocation d'une assemblée constituante, donc par une victoire électorale du fait d'une population éclairée. Population qui vote en conscience pour un programme de rupture, un changement de société et une bifurcation sur les plans économique et écologique. Malgré tout, le programme demeure, des propres termes de celui qui l'a porté à 3 reprises à l'élection présidentielle, un programme de transition. Pas de fin du capitalisme ou de nationalisation à tour de bras, mais une économie mixte où les initiatives privées sont encadrées pour éviter le grand n'importe quoi. Fini les gabegies, les gaspillages de toutes sortes, et les écarts aussi extraordinaires qu'indécents de richesse entre les gens. Mais qu'est-ce que c'est extrême comme agenda? Ah, j'oubliais, pas de fin des visas, mais un accueil digne des personnes qui viennent sur notre territoire et une régularisation des travailleurs sans papier pour mettre fin à leur exploitation et à l'exploitation de leur misère. Allez, un soupçon d'ironie, comme ça vous n'êtes pas dépaysés. Si bien que certains, à l'extrême gauche, décrivent, non sans raison, notre programme comme social-démocrate, entendez à l'ancienne, ce qui est une pâture plutôt réaliste en fin de compte. On est loin de la radicalité du programme commun de 1981, pour ne citer que cet exemple. Pourtant, de nos jours, les droites dépeignent l'AEC, les Insoumis et l'entité France Insoumise comme extrémistes et déraisonnables, comme un symbole des pertes de repères. Le plus risible étant que cela place les émetteurs de ces attaques comme des gens raisonnables, modérés et tutti quanti, alors qu'on en est loin. Je ne dis pas cela seulement de manière complètement fortuite. En effet, on aura, sans mal, pu distinguer les doubles standards dont les concernés nous abreuvent. On constatera aussi les réflexes systémiques et partisans. Ciotti, désireux de proposer une dissolution de la FI, aura été aux abonnés absents pour ce qui est de dénoncer le coup de force institutionnel de Macron au sortir des élections législatives et dûment nommer Lucie Castet Première ministre. Tout cela afin de respecter le verdict du scrutin et les principes et pratiques de la République et de la Constitution. Que je sache, ce n'est ni LFI ni la gauche qui se seront assis joyeusement sur le résultat des urnes et sur la victoire de l'adversaire. Pas de ceci qu'il convient de protéger le pays et les institutions.
Il ne s'agit donc pas de s'autoriser de délivrer des brevets de républicanisme pour y être légitime. Vouloir dissoudre la France insoumise, mais sous quel prétexte, je vous prie? FI et accusations d'antisémitisme. Ces accusations ont beau fleurir sur les plateaux, y être suggérées plus que de raison, cela n'en fait pas une réalité pour autant. J'en prends pour preuve qu'en dépit de campagnes de dénigrement incessantes, aucun membre de la France insoumise n'a été condamné pour de tels faits. D'ailleurs, les accusations restent floues, plutôt de l'ordre de la dénonciation, sans appui de quelque exemple précis que ce soit, ce qui est révélateur. Il est toujours préférable d'attribuer des ambiguïtés et autres vents intersidéraux de cet acabit, plutôt que de risquer de se faire répondre sur le fond, avec des arguments ou des débuts de démonstration, voire de se faire intenter un procès pour diffamation dans le pire des cas, même si on sait que beaucoup de nos députés renoncent à ce genre de solution du fait de la nature des procédures. Sans oublier aussi le fait que les campagnes de rétablissement de la vérité n'ont jamais de poids égal, et que le mal est toujours fait. Le plus clair du temps, on passe de battage infernal à simple communiqué rectificatif, c'est dire le monde qui existe entre les deux situations. En se rappelant ceci, on constate justement le côté particulièrement dégoûtant de l'utilisation de cette chose très grave pour des prétextes bassement politiciens. Outre le fait qu'on soit confronté à une propagande mensongère basée finalement sur rien de concret. Il est très dangereux de banaliser cette forme de racisme. Comme chacun sait, l'antisémitisme est un délit. Voilà qui n'est pas sujet à plaisanterie ou autre diffamation plus ou moins dissimulée ou assumée. Déconsidéré dans tous les cas. Notre camp renonce régulièrement à des poursuites judiciaires pour des questions financières ou de temps. Cela ne rend pas les diffamations acceptables ou légitimes pour autant. Il est déjà presque aussi ahurissant et incohérent qu'hallucinant, quelque part, de vouloir trouver des antisémites chez les antiracistes. A fortiori quand on vit dans un contexte où nombre de personnes du nouveau parti de Ciotti auront été pointées du doigt pour leurs paroles ou actes à caractère stigmatisant ou problématique envers nos compatriotes de confession juive. Chose remontée de façon significative durant les élections législatives. Chose qui a fait pas mal jaser, non sans raison. Entre candidats pris en photo habillés en SS et autres personnes complètement perchées qui nous parlent de soignants juifs et arabes, comme preuve irréfutable qu'elles ne seraient pas racistes. Ou encore une tête de file du mouvement qui s'exclave en nous parlant de la voiture du Führer comme blague aussi lourde et déplacée que parlante. N'en jetez plus. Et ce n'est qu'un petit florilège malheureusement. Cerise sur le gâteau lorsqu'on a rejoint une formation d'extrême droite dont on connaît la genèse des plus sulfureuses et définitivement pas matière à inspirer de faire la leçon aux autres sur une question aussi importante. Comme vous l'aurez peut-être compris, j'ai plutôt tendance à traiter les sujets de manière systémique et les illustrer par des exemples choisis. Là, j'aimerais bien parler en parallèle de mon expérience au cœur de la machine, d'une certaine façon. Aussi, vous proposer une perspective sur les histoires des démocraties et de pratiques insoumises, si on veut aller par là. En tant que militant insoumis, il me semble que beaucoup de gens de l'extérieur peinent à comprendre que nous ne discutons que très peu des histoires de religion, du moins autrement que sous le prisme de la défense de gens qui subissent des attaques du fait de leur confession, ce que nous trouvons intolérable dans tous les cas de figure. Pour nous, sinon, c'est une sorte de sujet annexe, quelque chose qui tient de l'intime. Il peut nous arriver de dire ceci ou cela au détour de la conversation, rien de plus. L'appartenance religieuse n'est jamais un sujet central de mon vécu insoumis. Dans cette logique, pour ma part, sans le crier pour autant sur les toits, je n'ai jamais caché que je suis considéré comme juif au regard de la religion, de par ma filiation. Je vous renvoie au mode de transmission de la judaïté. Dans la réalité, les choses sont un peu plus compliquées. J'ai toujours célébré les grandes fêtes, mais sans plus. Pendant longtemps, la religion juive était la seule à laquelle je prenais part, la seule que j'avais pratiquée. J'avais aussi été baptisé, car issu d'une famille mixte, un peu pour faire plaisir à certains de mes grands-parents. Depuis, je suis marié avec une bouddhiste, et devenu bouddhiste pratiquant. Pour compléter le tableau, et pour le sourire, comme on dit, nos adversaires nous voient tous comme des islamo-gauchistes. Bref, je fais le grand chelem en quelque sorte. Autant vous dire que les accusations de certains me paraissent comme des plus loufoques, sachant tout cela. A fortiori, lorsque ma binôme, donc référente de la 11e Circo, revendique elle aussi une forme de lien avec la religion juive. Je ne développe pas, ce n'est pas le sujet. C'est de l'intime de chaque personne, on en reste là. Tout cela pour dire simplement que nombre d'entre nous sommes liés au judaïsme de près ou de loin. Certains sont même des descendants de ceux qu'on stigmatisait et qu'on appelait judéo-bolcheviques. Aucun d'entre nous ne s'est jamais vu affublé de propos problématiques, du fait de notre confession réelle ou supposée. C'est ça la réalité, le vécu, pas du blabla de plateau.
Ma binôme, co-animatrice du GA de Bangkok, est musulmane pratiquante. On s'entend à merveille. On a interagi dans le plus grand respect qu'il soit. J'apprécie énormément cette camarade. J'ai une grande estime pour elle, et parfois tous deux plaisantons sur les positions qu'on veut nous attribuer en tant que juifs ou musulmanes. On a de quoi rire des oppositions factices qui n'ont aucune prise sur notre réalité. Puisqu'on en est au chapitre où on tord le cou aux idées reçues, aussi irréelles soient-elles, l'idée que la démocratie n'existe pas à l'AFI est démontée par la structure que j'ai commencé à mettre en avant justement. Partout, les GA fonctionnent en parfaite autonomie et déterminent collectivement au consensus, soit dit en passant, les actions qui sont menées ensemble. Les GA communiquent directement avec le siège et les divers pôles thématiques. Pour nous, en tant que Français basés hors de France, on rajoute une strate avec l'échelle de la CIRCO. La 11e comprenant 51 pays et s'étendant de la Russie à la Nouvelle-Zélande, en passant par l'Asie du Sud-Est. Depuis peu, nous sommes aussi encadrés en métropole, outre-mer ou hors de France par un député référent à qui on remonte des problématiques et avec lesquelles on échange. Voilà qui me fait une transition toute trouvée vers un autre point qui, selon nos adversaires, serait sujet à envisager une dissolution. La AFI et le manque de démocratie. Nul besoin de rappeler les caricatures qui nous sont faites. Nous sommes, comme chacun sait, les amis de tous les dictateurs de la planète, quand bien même nous combattons leur régime et que, souvent, l'équivalent de notre force dans le dit pays souffre aux mains des personnages au pouvoir, avec lesquels on serait censé être bien. Fantasme quand tu nous tiens. Ainsi, on a repeint Mélenchon pro-Poutine, alors qu'il aurait été rendre visite au patron du front de gauche russe, qui est emprisonné là-bas. Naturellement, on voit toujours davantage la paille dans l'œil du voisin que la poutre dans le sien. Le malaise est grandissant quand les raisonnables, pro-atlantistes, n'ont rien eu à dire, alors que les USA soutenaient tout un tas de régimes ou individus, pas des plus recommandables. Par ailleurs, pour le moins qu'on puisse dire, les cas où nos adversaires nous gratifient d'incroyables gaps entre leurs postures supposées et les actes concrets sont nombreux. Les donneurs de leçons peuvent défiler, leçons en bandoulière. Cela ne les rend pas légitimes pour autant, en particulier pour ce qui est des diverses nuances de droite. Je rappelle que le non au référendum de 2005 a été changé en oui par le président Sarkozy en 2007. Rien que cela est toute une démonstration en soi. Les événements récents, autour de la dissolution de l'Assemblée nationale en juin dernier, est du même tonneau, de la même teneur. Macron ayant pris de son propre chef l'initiative de la dissolution et, en somme, refuse, depuis lors, le résultat du scrutin et la victoire du nouveau Front populaire. La logique des institutions et autres aurait voulu que le pensionnaire de l'Élysée nomme la personne choisie par les gagnants pour occuper le poste de Premier ministre à Matignon. À l'heure où je produis ce podcast, il n'en est rien. Il préfère rentrer dans des considérations de possible majorité absolue en faisant montre d'une mauvaise foi rarement égalée. Il sélectionne aussi des tas d'individus repoussoirs pour le plus grand nombre comme possibles successeurs d'Attal et comme continuateurs de la politique du gouvernement sortant, alors que les gens ont voté dans le sens d'une rupture. Ces actions parlent d'elles-mêmes. Quoi que certains veuillent en dire, on est dans un cas de coup de force démocratique avéré. Quand on met en miroir un tel rejet du résultat du scrutin et le programme politique de l'AFI, on voit le malaise de ces faux-semblants de nos adversaires. L'AFI qui compte s'appuyer sur une victoire électorale pour lancer une constituante, dont l'issue de la concertation donnera lieu à la validation du projet de constitution par référendum. RIC et vote à gogo sont aussi des composantes du programme insoumis et à la base de cette 6e République souhaitée plus démocratique qui figure dans l'AEC. Un projet tellement extrême, quoi. L'AFI et les comportements anti-républicains. On taxe souvent cette formation politique de comportement anti-républicain. Mais de quelle république ces gens-là parlent-ils? La République française est sociale, et le fruit de cet événement majeur qu'aura été la Révolution de 1789. Ceux qui nous vilipendent constamment n'ont cure du social. Nulle preuve plus évidente que le bilan social actuel. Des millions de gens sous le seuil de pauvreté qui survivent plutôt qu'ils ne vivent. Des travailleurs pauvres, en veux-tu en voilà. Des écarts de richesse à peine croyables. Bref, un bilan humain cataclysmique. Surtout une fois agrémenté des morts au travail et de la rue. Dans le même temps, le pays est 2e économie européenne et 7e mondiale. L'homme le plus riche du monde est français. La France est 2e mondiale pour ce qui est de la création de millionnaires et milliardaires. Et première au niveau européen, devant le fameux modèle allemand. Les entreprises françaises battent des records de dividendes versés. Une fois de plus, on est au 2e rang mondial et à la première place européenne. Pour ce qui est de l'égalité, on repassera donc, alors que l'accroissement des écarts ne cesse d'augmenter.
Question liberté publique, les reculs sont énormes. Des lois liberticides se multiplient, jusqu'à ce que des organismes internationaux pointent les dérives qui ont cours dans l'Hexagone. Les mouvements dans les rues ne sont pas épargnés. Partout, cela se raidit. On en a eu une belle démonstration durant l'épisode des Gilets jaunes, par exemple. Le pays des libertés et des droits de l'homme s'étant mu en inspiration, voire justification, pour les pires pays dans le monde. Aussi, je ne vais pas insister sur la période Covid et toutes les absurdités qu'elle a pu engendrer. Nous, de l'étranger, avons, d'autant plus, pu en être témoins. La fraternité en berne à coups de LBD, sous le coup du séparatisme des mieux lotis qui ont décidé de faire sécession, et plus que jamais fait le choix de ne plus assurer leur responsabilité dans la société. Et que dire du traitement de personnages comme Cédric Herrou? Si ce n'est pas la confirmation de ce que j'affirme, je ne vois pas ce que c'est. Bref, vous l'aurez bien identifié au travers de ce tableau aussi rapide que sommaire. Le respect du triptyque liberté, égalité et fraternité, ce n'est pas la FI qui le met à mal. D'ailleurs, ce n'est pas la France insoumise qui a le volant entre les mains et qui mène tout le monde droit dans le mur, pied au plancher. La France insoumise est, pour sa part, incontestablement la formation qui se montre la plus en adéquation avec la devise inscrite sur les frontons des mairies. Elle organise des collectes, des caisses de grève, pour que les travailleurs puissent se défendre. Elle refuse les discriminations, elle œuvre concrètement pour que les ascenseurs marchent enfin, que les punaises de lit appartiennent au passé, de même que les endroits habitables car délabrés, que les logements trop chauds l'été et trop froids l'hiver soient enfin réhabilités. FI et programme économique irréaliste. Une des attaques les plus fréquentes et qui fait que la FI se fait dresser le portrait d'une formation dangereuse, c'est l'aspect économique. Pour le trait d'ironie hebdomadaire, il est bien connu que nous souhaitons importer la méthode vénézuélienne en France avec le pétrole qu'on ne produit pas. Cela va sans dire. Plus c'est gros, plus ça passe. Et encore, je fais l'impasse sur le chapitre concernant l'Alba, que, comme chacun sait, on veut rejoindre après avoir quitté l'UE, hein ? Alba qui s'avère à mi-chemin entre le politique et l'économique, mais qui est au cœur de notre projet! Mort de rire. On sait nos adversaires ne reculer devant rien, même pas devant le fait de nous dispenser des leçons d'économie, alors qu'ils ont eu le lead pendant des années et que leur action concrète est une augmentation de tout ce qu'ils sont censés combattre. Autant d'affres qui sont normalement le fruit de la mauvaise gestion de la gauche, selon eux. La dette qui explose, le chômage de masse rampant et tout et tout. Tout ça, c'est l'œuvre de la gauche au pouvoir, paraît-il. Bah voyons. Pourtant, on n'a pas vu que les résultats obtenus par nos virtuoses de l'économie nous aient éblouis. La remise au goût du jour de recettes périmées qui n'ont marché nulle part aura eu le résultat escompté. Le désastre annoncé est devenu réalité, la fracture sociale est plus grande que jamais, les dettes publiques et privées n'ont jamais été aussi importantes. Ils ont même provoqué une sorte de récession et étaient les auteurs d'une spirale inflationniste dont leur méthode devait nous préserver, à les écouter. On laissera de côté aussi, comme tout un symbole, les mauvaises gestions des campagnes électorales des droites, dont la maestria économique nous laisse bouche bée, penseurs et admiratifs. Aujourd'hui, double ration d'ironie, c'est gratuit. On garde le plus drôle pour la fin de cette section. Cette gauche, si incompétente et irréaliste économiquement, voit son programme soutenu par des dizaines et des dizaines d'économistes reconnus à travers le monde, à commencer par une prix Nobel d'économie, qui soutient le programme économique du nouveau Front populaire et prône son application. Elle ne doit pas savoir de quoi elle parle, ça doit être ça. Et Ciotti est le RN dans tout ça. Je vous propose cette partie en guise de conclusion. Force est de constater que ce transfuge des LR vers le RN ne manque pas de souffle. Les nombreuses enquêtes des médias de gauche continuent de nous montrer les liens entretenus par le nouveau parti de Ciotti avec une constellation de personnages pas des plus fréquentables ou recommandables. Qu'importe, nos petits pères la morale nous recrachent discours et éléments de langage sous la bienveillance assumée des médias, qui ne trouvent rien à redire. Aussi faux puisse être tout leur fatras. L'analyse factuelle montre bien, en réalité, qu'aucune raison légitime de dissoudre la FI n'existe. Que s'il fallait se diriger vers ce type de processus, celui-ci s'imposerait bien plus sûrement à droite, et a fortiori à l'extrême droite. Éric Ciotti aura tout simplement perdu une occasion de se taire ou de faire preuve de décence, vertu dont il doit avoir perdu toute notion, apparemment. Ses propos éhontés ne l'honoreront pas plus que son shift vers l'extrême droite. Ils sont avant tout la manifestation de comportements idéologiques biaisés, traduisant le trait commun de toutes les droites, à savoir le désir de défense et de la reconduction des privilèges des puissants. Voilà, je vous propose de clore ici ce podcast.
J'espère vous avoir donné à réfléchir sur le sujet et vous avoir donné quelques données intéressantes dans l'optique de la parade de l'argumentaire de nos adversaires. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Pour ma part, je vous donne rendez-vous bientôt avec un nouvel épisode de Nico 1 Point C'est Tout. Merci de votre attention.